Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto qui est le premier tuto d'une série que je voulais faire depuis un moment et qui tournera autour de Niagara sur Unreal Engine. Alors, il y a quelques semaines, j'ai décidé de me lancer dans l'apprentissage de cet éditeur de particules et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de documentation sur le sujet, étant donné le fait que Niagara est encore en phase expérimentale. J'ai donc décidé de vous proposer cette série de tutos dans laquelle je documenterai mon apprentissage. Et à chaque fois que j'aurai de nouvelles idées, j'ajouterai de nouvelles vidéos à une playlist qui sera dédiée à Niagara directement sur ma chaîne. Alors, avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans et je compte vous proposer sur cette chaîne un nouveau tuto sur Unreal Engine environ toutes les 2 semaines. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et aussi à aller jeter un coup d'œil aux différents tutos que j'ai enregistrés précédemment. Donc, sans plus attendre, nous allons passer au tuto d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons reproduire? Nous allons reproduire cet effet-là. Alors, il s'agit en fait d'un système de particules qui va se charger de faire apparaître un ensemble de cubes et qui vont bouger au fil du temps. Ok, ces cubes vont bouger au fil du temps et vont donner cet effet de vague grâce à l'utilisation d'une fonction mathématique, la fonction sinus. Ok, alors, comment est-ce que cet effet va fonctionner? Quels sont les différents paramètres? Nous allons voir ça tout de suite. Donc je vais vous ouvrir l'émetteur. Et voici les paramètres que nous allons pouvoir utiliser. Donc là, on peut choisir par exemple le nombre de particules que nous voulons, donc le nombre de cubes que nous voulons faire apparaître. Okay. On peut choisir leur espacement. Si je mets à 100, les cubes seront plus proches, par exemple. On peut aussi choisir la taille des cubes. On peut également définir une couleur de départ et une couleur d'arrivée. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est le vert, c'est la couleur du cube qui est le plus à gauche, et le bleu, c'est la couleur du cube qui est le plus à droite. Et en fait, on fait une sorte d'interpolation, donc de mélange entre ces deux couleurs en fonction de la position des cubes le long de la file indienne, si je puis dire. Donc là, je peux changer, par exemple, je peux mettre du rouge si je veux, du orange, du rose. Ici, je peux choisir de mettre du vert, par exemple. Et donc, vous allez voir, vous voyez que les cubes changent de couleur en fonction de ces deux paramètres. L'autre partie des paramètres, qui sont, à mon sens, les plus fun, on va dire, de ce tuto, sont le nombre de vagues que l'on veut dans notre simulation. Là, j'ai choisi de mettre une seule vague. Je peux en avoir 2. Donc le nombre de vagues visibles, hein, comme vous pouvez le voir ici, là j'ai exactement 2 vagues qui apparaissent. On peut en mettre 4 si on veut. On peut ensuite choisir l'offset, c'est-à-dire à quel point les cubes bougent de haut en bas. Si je mets à 200, les cubes vont bouger de manière moins prononcée. Et je peux aussi changer la vitesse de simulation, donc à quel point la simulation va vite ou pas. On peut même l'arrêter, hein, comme ça. D'accord? Alors, nous allons donc passer à la création de ce système de particules. Donc, avant de continuer, il vous faudra installer Niagara dans votre projet, activer Niagara dans votre projet. Donc, dans mon cas ici, j'ai créé un nouveau projet, un third person. Vous allez aller dans Edit, Plugins, vous allez choisir FX, et vous allez cocher ces deux cases, Niagara et Niagara Extras. Donc là, Unreal Engine va vous dire qu'il faut redémarrer le moteur pour prendre en compte les changements. Donc vous cliquez sur OK, vous redémarrez, et une fois que c'est fait, on peut commencer à créer tout ça. Alors, avant de continuer, je vais vous expliquer les concepts fondamentaux de Niagara. Quelle est en fait la philosophie qu'il y a derrière la création de cet éditeur de particules. Lorsqu'Epic Games a créé cet éditeur de particules, ils avaient une philosophie qui était principalement axée autour de la modularité. Alors, comment est-ce que Niagara fonctionne? Je vais revenir sur mon autre projet. Sur Niagara, un système de particules, donc ici, est composé d'un ensemble d'effets distincts. Ces effets, en fait, vont se succéder ici, sur une timeline. Donc, dans mon cas, je n'ai qu'un seul effet, donc un émetteur, qui permet de faire bouger mes cubes. Comment est-ce qu'on peut voir la modularité? Imaginez que vous devez implémenter un VFX, un effet de flamme, de feu de bois, par exemple. Donc, un feu de bois est composé principalement de 3 effets. Il y a une flamme,
il y a la fumée, et il y a des petites particules issues de la combustion du bois qui vont bouger au gré du vent. Donc ces trois effets-là, historiquement sur Cascade, il fallait les implémenter, ces trois effets directement dans le système de particules. Ici, l'avantage, c'est que dans Niagara, on aurait pu faire un émetteur dédié à l'effet feu, un émetteur dédié à l'effet fumée et un émetteur dédié à l'effet particules de combustion. Quel est l'avantage principal? C'est que du coup on a de la modularité et on peut réutiliser ces émetteurs directement, donc ces effets directement dans d'autres systèmes et donc les changer à la volée sur tous ces systèmes de particules. Vous voyez la puissance? Le résultat, c'est que par exemple, imaginez que vous avez une boule de feu et vous utilisez l'émetteur flamme. Et en fait, vous pourrez dans ce cas-là prendre l'émetteur qui a déjà été codé, pas besoin de dupliquer votre code, et le placer directement dans le système de particules de votre choix. À savoir aussi que dans le système de particules, on peut en fait changer les paramètres d'un émetteur comme on veut, sans changer les paramètres par défaut qui sont définis dans le fichier dédié. Donc ces types de fichiers, nous allons les voir tout de suite après. Et donc voilà. Alors, ici, il s'agit peut-être, à mon sens, de la partie la plus importante à maîtriser. Okay, donc sur Niagara, on vient de voir qu'il y a de la modularité entre les émetteurs et les systèmes de particules, mais il y a aussi de la modularité dans l'exécution d'un émetteur. Donc là, je suis placé dans un émetteur. Donc un émetteur, c'est celui qui va gérer un effet, un et un seul effet. Okay, donc dans mon cas, imaginez qu'ici, je suis dans l'effet de flamme, on va dire. Et donc, comment est-ce que s'exécute cet émetteur? On a ici le stack à droite. Le stack, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, en français, ça veut dire pile, et il consiste à exécuter de manière ordonnée, en allant du haut vers le bas, différents modules, donc les éléments gris que vous pouvez voir ici, et il va exécuter ces modules de haut en bas. Donc on va aller d'abord dans l'emitter properties, ensuite set variables, ensuite set variables, ensuite emitter lifecycle, et ainsi de suite. Sauf que ces modules vont s'exécuter de manière bien précise. Ici, la couleur orange représente les paramètres de l'émetteur. Okay, donc, les paramètres de l'émetteur peuvent être définis soit dans un spawn, qui est en fait le begin play de l'émetteur. Au moment où l'émetteur est placé dans le jeu, on a ces trois modules qui vont être exécutés. Ensuite, vous avez l'emitter update. L'emitter update, c'est l'event tick de l'émetteur. Qu'est-ce que l'émetteur a à faire à chaque frame? Enfin, nous avons le stack qui correspond aux particules. Donc, toujours dans la même logique que ce qu'il y avait plus haut, on a le particle spawn, donc quels sont les paramètres qui sont donnés à chaque particule, et ensuite on a le particle update, qu'est-ce que chaque particule fait à chaque frame. On a ensuite ici en plus un event handler qui permet de gérer des événements différents. Et enfin, tout en bas du stack, nous avons la partie render qui consiste en fait à dire de quoi est-ce que ce système de particules est composé. Qu'est-ce qu'on fait apparaître, quelles sont les particules, quelle est la nature des particules qui doivent être spawnées dans le monde. Donc dans mon cas ici, j'ai choisi un Niagara Mesh, donc j'ai choisi un mesh, chaque particule est représentée par un mesh. On peut choisir des sprites, des lumières ou des ribbons, des rubans. Alors, juste pour vous expliquer grosso modo la logique derrière ce qu'on va créer aujourd'hui. Donc, dans l'emitter spawn, nous allons faire un ensemble de variables. Donc, nous allons dire que cet émetteur aura telle couleur, tel nombre de particules, etc. Ensuite, nous allons faire en sorte de faire apparaître un nombre bien précis de particules, ici le nombre de particules défini. Une fois que c'est fait, on va, pour chaque particule, appliquer un ensemble de fonctions. Donc nous allons faire un ensemble de modules. Donc premièrement, nous allons faire un module de distribution qui va permettre d'étaler chaque particule le long d'un axe. Donc vous allez voir ici. Imaginons que je mets, admettons, 150 pour qu'on voit mieux.
et je mets ça à 20. Voilà. Donc je mets aussi à 200 plutôt. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous allons faire apparaître les particules. On va définir leur taille. Ensuite, nous allons les distribuer le long d'un axe. Dans mon cas, c'est l'axe X. Ensuite, nous allons, ici c'est particulier, en fait, ça consiste en fait à déplacer l'ensemble des particules pour que l'effet soit centré autour de l'émetteur. Vous allez comprendre ça tout de suite après. On a ensuite la couleur, le LERP de la couleur, le Linear Interpolate, qui permet de faire varier la couleur de gauche à droite en fonction des deux paramètres que nous avons ici. Et enfin, comme je le disais, le Particle Update, c'est donc à chaque tick. À chaque tick, nous allons donc utiliser une fonction sinusoïde qui va définir la position de chaque particule de haut en bas. Donc là, si je réactive, on peut voir que donc à chaque tick, les particules bougent. Si je désactive, les particules ne bougent plus. Elles ne font qu'apparaître dans le monde à des positions définies par les modules que j'ai créés, que nous allons créer. Ok ? Donc maintenant, nous allons passer du coup à la pratique. Nous allons créer cet effet-là. Alors, je vais mettre ce projet de côté et on va retourner dans notre projet third person. Donc là, j'ai créé un nouveau dossier, Niagara Sinusoid 1D. Je vais rentrer dedans et je vais créer. Vous allez faire un clic droit ici, vous allez cliquer sur FX. Donc là, c'est une catégorie qui apparaît une fois qu'on a activé Niagara. Et vous allez choisir Niagara Emitter. Donc là, nous allons faire un émetteur que nous allons glisser ensuite dans un système de particules. Alors, Niagara Emitter. On va choisir, honnêtement, bon, on va prendre la fontaine juste par défaut comme ça. En fait, là, vous avez des templates, donc des effets de base, histoire de bidouiller un peu pour obtenir les effets que vous voulez. Donc là, vous cliquez sur OK et on va faire NE underscore sinus 1D. Voilà. Et donc, vous allez ouvrir ce fichier. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un émetteur qui se charge de faire apparaître une fontaine. Ici, vous avez à droite l'ensemble des modules, comme on a vu plus tôt. On ne va pas se casser la tête, on va supprimer tout ça. Donc celui-là, 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 ça, 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 ça et ça. On va prendre un truc clean. Ici, en fait, on utilise des sprites, mais je ne veux pas ça, on va utiliser un mesh. Donc vous cliquez là pour choisir Mesh Renderer. Et vous allez choisir un cube. Donc moi, dans mon cas, j'ai fait un cube. Je vais prendre un cube directement, voilà. Et c'est bon. Donc là, je sauvegarde tout ça. Donc on a choisi un mesh comme type de particule. On a supprimé l'ensemble des modules. Et vous allez aussi supprimer... vous allez supprimer ça et ça. On peut laisser l'émetteur lifecycle. Donc là, il nous faut, dans la partie emitter properties, vous allez décocher interpolated spawning et vous allez cocher requires persistent IDs. En fait, qu'est-ce que ça fait ça? Ça consiste en fait à dire que je veux que chaque particule ait un identifiant. Et cet identifiant sera en fait un chiffre, c'est un index. Il y aura la particule d'index 0, 1, 2 et ainsi de suite. Donc là, vous pouvez réduire ça. Ensuite, nous avons besoin, dans l'emitter lifecycle, de changer le max loop count. Vous allez mettre un 1. Et le next loop duration à 1 aussi, pour juste dire que ça dure une seconde, parce que techniquement, ce sont des particules qui vont rester dans le monde, qui vont donner l'illusion d'être dans le monde. Et du coup, on a besoin d'une seconde seulement, on n'a pas besoin de plus. Ensuite, vous allez faire un clic gauche ici et vous allez choisir, vous allez taper spawn burst. Vous allez voir spawn burst instantaneous. Et vous allez choisir ici comme paramètre, on va dire 10 par exemple, et vous laissez le suivant à 0. Donc là en fait, qu'est-ce qui se passe? On fait apparaître 10 particules au même endroit. Donc 10 particules à la position de l'émetteur.
Ok. Et nous allons donc commencer à faire des choses intéressantes. Nous avons ici un... Vous allez cliquer ici et vous allez faire un set. Non. Vous allez taper un... Ah oui, scale. Vous allez taper scale. En fait, ici, on va choisir la taille des particules. Donc là, on peut mettre 2 si vous voulez. Voilà, ça va vous permettre de modifier la taille de ces particules. Et donc là, nous allons passer aux choses intéressantes. Alors, nous allons donc dans un premier temps créer un premier module qui va se charger de prendre ces 10 variables, enfin ces 10 particules, pardon, et il va les distribuer le long d'un axe que nous allons définir. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez venir ici et vous allez créer un nouveau module, donc fx Niagara Module Script, et vous allez appeler ça nms underscore distribution 1D. Et donc vous allez ouvrir le module. Alors, comment est-ce que fonctionne un module? Un module prend en entrée des variables et en sortie, il modifie ou non certaines variables. Dans notre cas, nous avons besoin de modifier la position de nos variables. Donc vous allez cliquer là et vous allez choisir Particles et Position. Donc comme son nom l'indique, cette variable représente la position d'une particule. Et là, on attaque un concept qui est important dans Niagara, c'est le concept de namespace. Qu'est-ce qu'un namespace? En fait, chaque variable a un nom bien spécifique. Okay, un namespace, en fait, c'est une sorte de catégorie qui vient avant le nom de la variable. Donc dans notre cas, ici, le namespace, il s'agit de particles, point. Donc on va dans le namespace particles et on prend la variable position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que chaque namespace, Epic Games a fait en sorte que chaque namespace gère une partie de l'effet. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais dans ce cas précis, en fait, comme son nom l'indique, on modifie la position des particules. Okay, il y a plusieurs namespaces, vous pouvez les voir ici en fait. Vous avez les namespaces engine qui sont dédiés à l'engine. On a le delta time par exemple. Vous pouvez aussi avoir les namespaces de l'émetteur, donc l'émetteur en lui-même, quel est son âge, ça fait combien de temps qu'il est dans le monde, ainsi de suite. Vous avez le namespace des particules, donc dans notre cas, on a le particles.scale, ok. Vous pouvez cliquer ici, vous avez le particles.scale, donc ça veut dire que c'est le scale des particules, et vous avez d'autres namespaces. Donc nous allons utiliser ce concept-là pour créer notre effet. Alors, pour revenir à ça, avant de continuer, il nous faut choisir quel type de module nous avons ici. Okay, donc ce module-là, il va nous permettre d'aligner les particules le long d'un axe et de les espacer correctement. Donc, si vous avez bien écouté plus tôt, ce module-là va venir ici, dans le particle spawn. Okay, donc c'est un module de type particle spawn. Comment est-ce qu'on définit ça? Vous venez ici, et vous allez choisir particle spawn script. Donc décochez donc le update et le event. On n'en a pas besoin de toute façon. Donc c'est un module qui peut être soit dans le particle spawn script, soit dans le particle spawn script interpolated. Ensuite, il nous faut définir une catégorie. Donc dans mon cas, je vais appeler ça Evans Niagara Gallery. Ça au moins, on peut retrouver ça. Okay, vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et donc ce module, il a besoin de quelque chose en entrée. Et qu'est-ce qu'on va prendre en fait? Nous aurons besoin de la position de l'émetteur dans le monde, histoire de dire à quel endroit l'émetteur est et comment est-ce qu'il faut faire apparaître les particules. Nous avons besoin d'une variable qui va permettre d'espacer, qui va définir l'espacement des cubes, et une variable qui va permettre de récupérer l'identifiant de chaque cube. Donc là, comment est-ce qu'on va récupérer tout ça? D'abord, nous allons faire appel à une variable qui s'appelle engine owner position. Alors, qu'est-ce que engine owner position? En fait, on prend
la position de l'émetteur dans le monde. Owner, c'est celui qui est le propriétaire de cette particule. Donc là, vous pouvez laisser ça tel quel. Donc là, vous pouvez voir que du coup, ici, on a en gros deux namespaces. On dit que dans l'engine, on a une variable qui s'appelle owner qui elle-même est composée d'une variable qui est position. Ensuite, nous avons besoin d'un module. Donc là, c'est un autre namespace. On prend le namespace module qui, en fait, ce namespace est valable uniquement dans le module. C'est-à-dire qu'ici, je vais créer une nouvelle variable, make new, et je vais choisir comme type un float. Donc là, vous avez le namespace module. Je vais renommer cette variable par spacing. Et donc là, je viens de créer une nouvelle variable dans le namespace module. Et qu'est-ce qui caractérise le namespace module? C'est que cette variable ne va vivre que dans l'exécution du module. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive ici, on va créer cette variable, et lorsqu'on va sortir de là, cette variable sera complètement détruite. C'est-à-dire qu'elle se réinitialise à chaque fois, finalement. Okay. Ensuite, nous avons besoin de l'identifiant de chaque particule. Donc, vous allez cette fois-ci dans le namespace particles, et vous allez choisir particles.id. Donc là, comme son nom l'indique, c'est l'identifiant. Alors, ici, nous allons donc créer un axe sur lequel nous allons distribuer nos particules de manière équivalente. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Nous allons prendre la position du owner et nous allons déplacer les particules le long d'un axe qui a pour origine cette position. Donc, je vais créer un ensemble de nœuds et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, je vais tirer ça et je vais faire un multiply. Ensuite, je vais tirer ici un break Niagara ID. C'est un des éléments que j'aime beaucoup sur Niagara, c'est que en fait c'est vachement intuitif. Une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est vachement intuitif. Et là, vous allez faire un make vector. Vous prenez bien celui-là et vous allez relier le multiply au x. Enfin, on va prendre engine owner position et on va faire un add. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Alors, je relis ça là et je balance ça là. Une petite précision sur le type de variable. Ici, en fait, vous voyez que c'est un pin bleu et là, vous avez un pin vert. Donc, si vous avez l'habitude de travailler avec les blueprints, vous allez peut-être vous poser une question de qu'est-ce qui se passe. D'habitude, un vert ne va que dans un vert et ainsi de suite. Okay. En fait, Niagara facilite un peu la conversion. On n'a pas besoin de faire de convertir un int en float et tout. Il le fait naturellement. Donc, ce type, en fait, c'est un type, comme vous pouvez le voir ici, Niagara numérique. C'est en fait un type numérique tout simplement. Et lui, il se charge tout seul, le multiply ici, il se charge tout seul de convertir l'entier en float pour que l'opération se fasse de manière correcte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ici, nous avons dans un premier temps, du coup, dit qu'il y aurait un certain nombre de variables. Dans notre cas, il y a la position de l'émetteur, l'espacement des particules, ainsi que l'identifiant de chaque particule. Et nous avons distribué les particules le long de cet axe. Comment est-ce que nous faisons ça? Nous allons prendre en fait l'index de chaque particule. Donc je break Niagara ID. En fait ici ça permet de récupérer seulement l'index. En fait il y a deux informations dans un identifiant. C'est un tag et un index. Nous on veut l'index. Okay. On multiplie cet index par le spacing. On en crée un vecteur. Et sur l'axe, enfin sur la composante x de ce vecteur, on branche ce qu'on vient de calculer et on ajoute ça à la position de l'émetteur. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est imaginer par exemple la particule d'index 0. On multiplie 0 par le spacing, dans notre cas peut-être 200. On obtient 0. Et donc on ajoute le vecteur nul
à la position de l'émetteur. Donc là, c'est facile à comprendre. La particule 0 va être directement placée sur l'émetteur. Ensuite, la particule 1, ça va être 1 fois 200. On va créer un vecteur et donc elle va être espacée de 200 unités par rapport à la position de l'émetteur, ainsi de suite. Donc c'est vachement intuitif, hein. C'est très simple à comprendre. Donc le map get prend les entrées et le map set prend les sorties. Donc là on compile ça, apply, et on va faire appel à cette fonction-là ici. Donc dans particle spawn, n'oubliez pas, c'est un module de type particle spawn. Vous allez cliquer là et vous allez choisir. Donc moi dans mon cas c'est Evans Niagara Gallery et je vais cliquer sur ça. Donc lui, il a ajouté ce module là. Vous voyez, là on a spacing. C'est donc la variable du module que nous avons ici. Ok, module spacing. Qu'est-ce que le spacing? C'est l'espacement des différents éléments. Donc là si je mets 10, peut-être on va mettre 120. Là vous pouvez voir du coup que les particules sont espacées de 120 unités. Donc là, si je mets par exemple 50, 120, donc là on peut voir en fait que l'émetteur commence ici, et en fait à chaque fois, donc l'index 1 est à 200, l'index 2 est à 400, 600, 800, et ainsi de suite. Okay. Pardon, à 120. Et on multiplie ça par l'identifiant. Alors, un des trucs intéressants de Niagara, c'est que en fait on peut créer nos propres types de variables, donc comme vous l'avez vu. Et donc là, je vais créer un type de variable pour éviter d'avoir à venir changer ici, en fait, directement. Je vais créer mes variables là, et je vais les modifier ici. Ça m'évitera d'essayer de passer sur chaque module. Donc là, je vais cliquer là, et je vais faire un create new parameter. Et je vais appeler ce paramètre de type float. Et donc, vous voyez qu'il a créé le namespace emitter. Je vais venir là, et je vais faire emitter.spacing. Donc là on a une variable dans le namespace emitter et qui va vivre tout le long de l'exécution, donc de haut en bas, et je pourrais récupérer sa valeur à chaque fois que je le veux. Donc j'aurais pu appeler ici par exemple dans les paramètres emitter.spacing. Mais de manière à avoir des modules qui sont, qui peuvent être exploités un peu partout, la bonne pratique c'est, vous allez voir justement, de créer des variables de type module, et ensuite de brancher dans ces variables de type module la variable que nous avons créée. Donc ici, on fait un link inputs, donc vous cliquez sur la petite flèche qu'il y a là, vous faites un link inputs, et vous choisissez emitter, et là vous voyez notre variable spacing. Donc ici, il dit, écoute, tu prends la variable emitter.spacing. Donc là, cette variable-là, je peux la mettre à 120 par exemple pour espacer les différentes particules. Alors, maintenant que nous avons vu ensemble en fait comment créer un module, je pense que pour la suite de ce tuto, je peux aller un petit peu plus vite. Et nous allons donc créer le module suivant qui consiste à centrer les particules autour de l'émetteur. Donc là, si je demande par exemple 3 particules, l'émetteur ici, il est là. Et donc, le système n'est pas forcément centré. Donc, avec le nouveau module que nous allons créer, nous allons centrer le système autour de la particule du milieu, ou du milieu tout simplement des coordonnées de toutes les particules. Donc là, je mets à 10. Et avant de continuer, tant qu'à faire, ce qu'on vient d'appliquer là, ici, nous allons utiliser ça pareil pour le spawn count. Donc, je vais créer une nouvelle variable ici. Hop, create new variable. Et je vais appeler ça. Je vais prendre un int. Et je vais appeler ça NB particles pour le nombre de particules. Et je vais lier ça dans le spawn count. Clic, link inputs, emitter et NB particles. Je vais le remettre à 10. Et donc là, on voit que ça marche sans souci. Donc, vous allez retourner dans votre content et vous allez créer un nouveau module. Niagara Module Script. Vous allez appeler ça NMS underscore center around emitter. Vous allez l'ouvrir. Donc, comme le module précédent, donc celui-ci, on a la même catégorie. Donc, je vais copier ça tant qu'à faire. Je vais balancer ça ici. Et il s'agit aussi d'un module dédié au particle spawn. Donc,
nous allons implémenter ça. Je vais créer l'ensemble de nœuds et je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Là, on va prendre un particles position. Ensuite, je vais créer une variable dans mon module qui va s'appeler, c'est un float qui va s'appeler spacing. Donc lui va être chargé de récupérer le spacing que nous avons choisi. Donc là, hein, cette variable-là. Et ensuite, nous allons prendre une autre variable de type int, cette fois-ci, que je vais appeler nb particles. Et comme vous pouvez le deviner, c'est lui qui va récupérer le nombre de particules qui composent notre système. Alors, donc là, je vais tirer un multiply. Ici, je vais tirer un subtract pour le soustraire. Voilà. Là, je vais faire quelque chose de particulier, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'agit d'un numérique ici, mais je vais changer, je vais le forcer, je vais lui dire ici, je veux que ce numérique soit un float. Faites un clic droit, convert numeric to float. Donc là, il impose le type float. Je vais mettre un 1. Ensuite, je vais faire un divide. Je vais diviser, je vais faire la même chose, je vais imposer un float ici. Et je vais diviser par 2. Enfin, je vais faire un make vector. Clic droit, make vector. Donc je prends bien celui-là, attention. Hein, et je lis ça au X. Et là, depuis le particles position, je vais tirer un subtract, signe moins, et je vais soustraire ça. Donc là, je fais un peu d'espace. Et donc ça, je vais balancer dans toujours un particles position. Il est ici. Je relis ça là. Et donc, je vais vous expliquer maintenant comment tout ça fonctionne. Alors, en fait, ce module-là, on peut le compiler directement, appliquer et sauvegarder. Ce module-là, il va venir se placer tout de suite après le module que nous avons créé juste avant. Donc, pour rappel, le module que nous avons créé aligne les particules le long de l'axe que nous avons choisi, sauf que là, elles sont alignées. Elles ne sont pas alignées autour de l'émetteur. Okay, l'émetteur, il est là, et donc les particules vont de plus en plus vers la gauche dans ce cas-là. Donc, une fois que j'ai créé tout ça, je vais demander à toutes ces particules-là de toutes se décaler vers la droite de manière à centrer l'émetteur au centre de cette file de particules. Et donc, on va ajouter ça ici. Okay, comment est-ce que ça fonctionne du coup? On prend la position des particules. On n'a pas besoin de l'identifiant ici parce qu'on va prendre toutes les particules et on va toutes les déplacer à la même distance pour qu'elles soient toutes toujours correctement espacées, mais cette fois-ci alignées autour de l'émetteur. Donc on prend le spacing que nous avons défini plus tôt. On prend aussi le nombre de particules. Okay, donc on va prendre l'espacement que nous avons. On va multiplier par le nombre de particules pour avoir en fait la taille totale de cette file. De là à là, on va récupérer cette mesure-là. Okay, ici. Ensuite, on va diviser cette mesure par 2. On va créer un vecteur avec x et en pour valeur la valeur que nous venons de calculer. Et nous allons soustraire ce nouveau vecteur à la position de la particule. C'est-à-dire que pour toutes les particules, on va les bouger le long de l'axe de la moitié de la taille totale de la file. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, on va prendre tout ça et on va déplacer de la moitié vers la droite. Et bon, on peut mettre un commentaire si vous voulez. Alors, ce qui est un petit peu chiant avec Niagara, bon, c'est peut-être parce que c'est encore expérimental, mais on ne peut pas utiliser la touche de raccourci C pour créer un commentaire. Il faut, pour ce faire, cliquer ici, taper comment, et vous avez là le commentaire. Donc là, on va dire déplace l'ensemble des particules pour les centrer
autour de l'émetteur. Voilà. Donc, ce module, il est prêt. On va l'ajouter à notre émetteur. Compiler, sauvegarder. On va dans l'émetteur. Et là, vous cliquez sur Add, Evans Niagara Gallery, donc le nom de votre galerie à vous, et Center Around Emitter. Et là, vous allez voir, tout va se décaler vers la droite si je ne me trompe pas. Ah oui, il manque quelque chose, donc il faut brancher ici les valeurs correspondantes. Donc on a deux variables là. Vous allez faire un link inputs emitter, et là on va choisir le NB particles, et ici link inputs emitter, le spacing. Voilà, donc là, toutes les particules sont centrées autour de l'émetteur. Donc, maintenant que nous avons fait ça, nous allons passer au module suivant, qui lui va nous permettre de définir, cette fois-ci, la couleur d'une particule en fonction de sa position. Vous vous rappelez, ici, on peut avoir du rouge et du bleu, et on va faire un mélange de ces deux couleurs petit à petit en fonction de la position des particules. Alors, donc là, nous allons retourner ici, nous allons créer un nouveau module. Il va s'appeler NMS Color Lerp over Index. Donc ici, c'est un genre de linéaire interpolate, d'une interpolation d'une couleur à l'autre en fonction de l'index. Vous ouvrez ça. Comme tout à l'heure, c'est un Evans Niagara Gallery. C'est toujours un particle spawn parce que là, on définit la couleur de la particule dès le début. Et donc, on va continuer. Alors, ici, nous avons besoin de... Nous allons définir, à la toute fin, nous avons besoin de définir la couleur de la particule. Donc, vous allez dans Particles, le namespace Particles, et vous allez choisir linéaire. Oups, excusez-moi, je tapais dans le micro. Particles Color. Là, on va définir la couleur de la particule. Ensuite, vous allez ajouter dans les entrées une variable de type, dans le namespace module de type linear color, et vous allez appeler cette variable start color. Vous allez en ajouter une autre, donc là vous l'avez deviné, je suppose. Toujours une linear color, et vous allez appeler ça end color. Ensuite, il nous faut une variable de type module, toujours, que nous allons prendre en type int, et cette fois-ci, nous avons besoin de récupérer le nombre de particules, donc NB particles, comme tout à l'heure. Et enfin, comme je vous ai dit, la couleur change en fonction de l'identifiant de la particule. Il nous faut donc la variable particles.id. Alors, comme d'hab, je vais tirer des nœuds et je vais vous expliquer ensuite comment ça fonctionne. Ici, j'ai besoin de tirer un break, comme tout à l'heure. En fait, en général, je clique là juste pour réduire la taille, histoire de faciliter un peu la lecture des nœuds. Et là, un truc particulier, bon, j'ai besoin de faire ce qu'on appelle un convert. Ici, je vais choisir d'ajouter une nouvelle variable, un int, on va dire, ou même, non, peut-être pas. On va choisir ici un float. Vous cliquez sur le petit plus et vous faites float. Vous faites un remove pin sur celui-là en faisant un clic droit. Et vous reliez ce truc-là à ce truc-là. Vous allez dupliquer ça. Vous allez balancer ça ici. Et ensuite, on a besoin de faire un... Alors ça, on va inverser. On va le mettre là. Et ça, là. Et vous allez faire un divide, diviser. Voilà. Et ensuite, vous avez besoin d'appeler un lerp, linear interpolate. On balance ça dans le C.
ce truc-là, on balance là. Et dans la couleur A, on va choisir le Start Color. Et dans la couleur B, on va choisir le End Color. Donc voilà. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? C'est assez facile en fait. C'est assez simple à comprendre. Alors, juste avant de continuer, je vais faire un clic droit ici et Move Pin Up, histoire de faciliter un petit peu la lecture. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, on peut en entrer deux couleurs. Start Color et End Color. Okay. Ensuite, en fonction de l'idée d'une particule, nous allons diviser cette ID par le nombre de particules. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons besoin d'avoir une valeur allant de 0 à 1. Okay. Pour avoir une valeur de 0 à 1, on divise l'index de la particule par le nombre total de particules. Ici, j'ai dû faire un convert. Pourquoi? Je pense que c'est l'un des bugs de Niagara, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas diviser un entier par un autre. Il lui faut des floats. Si vous branchez directement ça ici et ça ici, vous allez avoir une erreur. Le LERP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un linear interpolate, c'est une interpolation linéaire qui consiste en fait à faire une transition entre un élément A et un élément B en fonction de la valeur de C. Et il faut que C aille de 0 à 1. Donc c'est bien pour ça que j'ai fait cette division-là. Ensuite, si C est égal à 0, on aura la couleur A qui sortira de là. Et si C est égal à 1, on aura la couleur B. Et si on a 0,5, ben, c'est un peu de chacune des deux couleurs. Okay, donc c'est assez facile à comprendre. Donc là, je vais ajouter un commentaire. Comment permet d'ajouter, enfin de définir la couleur d'une particule en fonction de sa position le long de la file. Voilà. Je compile, j'applique et je sauvegarde et je retourne dans Sinus 1D. Donc là, je vais ajouter mon module ici, Evans, Niagara Gallery toujours, et Color LERP. Okay. Donc le NB Particles, on a toujours besoin de connecter le nôtre. Et enfin, on choisit deux couleurs. Donc là, le rouge et le vert. Et donc, voilà. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Il nous faut en fait créer un nouveau matériau que l'on va appliquer à ce cube. Donc là, je vais aller ici, je vais créer un nouveau matériau, clic droit, Material. Vous allez appeler ça M underscore Niagara Cube. Et afin d'avoir le cube au même endroit, je vais cliquer ici sur la petite loupe pour prendre ce cube-là et je vais le balancer dedans. Je vais appeler ce cube-là Niagara Cube. Comme ça au moins, on est clean. Donc j'ouvre ce matériau et tout ce dont j'ai besoin de faire, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est vous prenez un particle color, reliez ce particle color au base color. Ici, vous tirez ensuite un multiply et vous reliez ça au emissive color. Ce multiply là, il faut le mettre à 0,8. Ensuite, vous cliquez sur le nœud principal et vous allez aller chercher tout en bas. Ici, il y a des cases à cocher. Afin d'optimiser le tout, on va choisir Used with Niagara Mesh Particles. Vous allez cocher ça. Ce matériau, il est assez simple en fait. Tout ce qu'il fait, c'est on dit que ce matériau va être appliqué à une particule et qu'on veut récupérer la couleur de cette particule et on la balance dans la couleur de base et dans l'emissive color. Donc là, j'ouvre mon nouveau mesh et j'y applique mon matériau. Donc là, j'ai pas beaucoup de matériaux, donc je clique sur Niagara Cube et donc on a ça. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On peut fermer les deux. Je retourne ici et je choisis, plutôt que mon 1M cube, je vais taper mon Niagara Cube. Et voilà. Ok. Donc là, c'est simple. On a mis un cube et cette fois-ci, ce cube-là, on lui a imposé un matériau. Ah, je suis plutôt fan de la couleur, c'est pas mal. Donc, maintenant que c'est fait, nous avons besoin d'un dernier module
pour achever notre effet. Mais avant de continuer, nous allons, comme tout à l'heure, créer des variables pour avoir ces paramètres directement au-dessus. Donc là, je fais un clic ici, Create New Variable, et je choisis Linear Color. Linear Color. Il est où? Il est là. J'appelle ça Start Color. Je fais une autre variable, toujours, Linear Color, et j'appelle ça End Color. Avant de continuer, je choisis des couleurs. Donc, je clique là. Je peux prendre la pipette pour récupérer le End Color que j'avais mis là. Ok. Et là, je prends la pipette pour récupérer la couleur qui est ici. Ensuite, il faut que je fasse un Link Inputs ici et je récupère le Start Color. Et là, un Link Inputs, et je fais un End Color. Donc là, je compile tout ça. Hop. Et voilà. Ah non, pardon, je me suis trompé. C'est pas. Là, ici, vous avez vu le Initial. Il faut en fait choisir le End Color, tout simplement. Et ici, le Start Color. Alors, maintenant que nous avons fait ça, un petit point vite fait quand même que je vous réexplique pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça. C'est tout simplement pour que notre émetteur soit le plus modulaire possible, plutôt que d'appeler ici dans un émetteur, par exemple là, dans ce module, plutôt que d'appeler émetteur.spacing, en fait, je préfère créer une variable de type module et ensuite brancher dedans le spacing. Ça m'évite en fait si je branche ce module ailleurs, ça impose en fait un namespace. Imaginez que, par exemple, là, pour mon implémentation, j'ai besoin d'appeler ça X spacing, et que là-dedans, en fait, il s'appelle spacing, j'aurai un problème. Okay, donc, histoire de rester totalement modulaire, je crée des variables de type module dans le namespace module, et ensuite, je connecte à ces variables-là, ici, directement des variables que j'ai définies plus tôt. C'est plus facile, c'est plus propre, et ça permet d'éditer les variables directement en haut. Donc, maintenant, nous allons passer à notre tout dernier module. Il s'agit du module NMS underscore sinusoïde, sinus 1D. Donc vous ouvrez ça. Alors, même chose, on prend la galerie, mais il y a une différence. Ici, dans le cas de ce module, contrairement aux autres, nous avons besoin d'un module qui va, cette fois-ci, faire bouger les particules au fur et à mesure. Donc là, le mot au fur et à mesure doit vous faire penser tout de suite à Particles Update. Si on était dans le Particles Spawn, c'est seulement à l'apparition de la particule. Donc là, on veut changer ça au fil du temps, donc le Particles Update. Comment est-ce qu'on choisit ça? On vient ici et on choisit Particle Update Script. Donc le reste, on peut décocher, sauf module bien sûr. Donc là, ça va être un module relativement compliqué, on va dire. Donc comme d'habitude, je vais commencer à coder tout ça et je vous explique ensuite comment ça fonctionne. Donc là, je fais une variable de type particles et je récupère le ID. Ensuite, j'ai besoin d'une variable de type module int et je vais appeler ça nb particles. Ensuite, il me faut une variable de type engine que je vais prendre et je vais prendre le time. Ensuite, il me faut un module make new float et je vais appeler ça simulation speed. Il me faut ensuite une autre variable de type module float que je vais appeler sign offset.
il me faut une autre variable, cette fois-ci de type particles, et là nous allons voir un type particulier. En fait, là je prends la position de la particule, mais je veux une position particulière, et ça va être en fait initial.position. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et enfin, il me faut une dernière variable de type module, float, que je vais appeler nbWaves pour le nombre de vagues. Maintenant, nous allons coder la logique. Ici, comme d'habitude, un break. Là, plus de lisibilité. Ensuite, j'ai besoin d'un convert. Donc là, vous devinez tout de suite que si je fais un convert, c'est parce qu'il y aura une division. J'espère qu'Epic Games corrigera cette erreur. Là, toujours un autre. Je relis ça là. Hop, tac, tac. Je fais un divide. Ça, je vais éloigner un petit peu parce qu'il y a beaucoup de code. Ensuite, je fais un add. J'ai besoin d'un multiply. Et dans ce multiply, je vais brancher le engine time et le simulation speed. Ensuite, nous avons ici le nœud le plus important, le sign. C'est bien celui-là qu'il faut prendre. Ok. Vous allez brancher le add dans le angle. Et dans le période, vous allez aller chercher le module.nbWaves. Vous allez faire un divide. Non, attends, je vais faire la divide. Vous allez forcer ça en float. Clic droit, convert numérique to float. Vous allez mettre à 1. Vous allez brancher ça là. Ça là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me manque? Ça, vous allez tirer ici un multiply que vous allez brancher dans le sign offset. Ensuite, vous faites un make vector. Vous prenez bien celui-là. Vous branchez ici le Z. Hop, sans le rendre plus petit. Et enfin, nous avons le dernier nœud qui est un add et particles initial position. Et voilà. Et donc ça, qu'est-ce qu'on veut définir avec ce module? C'est le particles.position. Pas le initial cette fois-ci, le position tout court. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ça a l'air compliqué comme ça peut-être, je sais pas, mais ça l'est pas tant que ça. Alors, ici, nous allons faire la même chose que tout à l'heure. On divise en fait l'identifiant actuel par le nombre de particules pour avoir une valeur qui va de 0 à 1. Donc je vais commenter. Récupère une valeur allant de 0 à 1 en fonction de l'index de la particule. Ok. Vous allez brancher ça là, ici. Ensuite, cet index-là, cette valeur-là, nous allons la multiplier par... vous allez l'ajouter à ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, ici, on récupère l'engine time. Imaginez ça comme étant le temps qui s'est écoulé. Le temps qui s'est écoulé depuis le début
de l'exécution du jeu, on va dire. Le simulation speed permet en fait de moduler ce temps-là, de changer la vitesse en fait de ce temps-là. Donc plus ce nombre est petit, plus le temps s'écoule lentement. Plus il est grand, du coup, plus le temps s'écoule rapidement. Une fois que c'est ça, j'ajoute à ce truc-là. C'est peut-être un petit peu flou pour l'instant, mais on va continuer. Comment, je vais appeler ça multiplie cet offset par le delta time pour que chaque particule soit arrangée correctement. Je sais pas si ça vous parle, ce genre de commentaires, mais bon. Et là, on arrive sur le nœud qui, à mon sens, est le plus important. Donc, c'est le sine. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le sine, en fait, il s'agit d'une fonction mathématique qui permet d'avoir une onde, okay, une vague. Le sine va aller de 0 à 1 de manière constante en fonction du temps. D'accord ? Alors, donc ici, comme vous pouvez le voir, on avait le temps qui s'écoule et qui va permettre de faire varier le sine et créer du coup finalement notre effet de vague. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette partie-là ? C'est tout simplement parce qu'on veut que chaque cube se déplace à son rythme, enfin chacun son tour, de manière à créer cet effet de vague. Si on n'a pas cette partie-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez voir que ces cubes-là, ils vont bouger de haut en bas, tous ensemble, sans faire de vague en fait. Okay ? Donc ici, en fait, on crée ce qu'on appelle un offset, qui permet de dire, bon, ben, d'abord, le cube à l'index 0 va partir, ensuite le 1, ensuite le 2, et ça va créer cet effet de vague. Okay ? Ici, on permet de faire une distorsion du temps, donc d'accélérer ou de ralentir l'exécution. Et donc ça, on balance ici, okay, qui va faire bouger de haut en bas nos cubes. À quoi sert ce truc ? Donc comme vous pouvez le voir, le NB Waves, en fait, lui, tout ce qu'il fait, en fait, en faisant une division de 1 par le NB Waves, en fait, ça nous permet de choisir la période. Ça serait compliqué de vous expliquer comme ça vite fait, mais la période, en fait, c'est le temps que pour une vague, en gros, le temps que pour un cube pour aller de haut en bas. Ok ? Donc, si je fais 1 divisé par 2, ça veut dire que le cube va aller de haut en bas en 0,5 secondes. D'accord ? C'est particulier, je vais vous laisser potasser ça ensuite. Hein. Vous allez voir de votre côté pour essayer de comprendre un peu le code que je vous montre ici. Mais bon, il n'est pas si compliqué que ça. Oups, là, je commande ça. On récupère le nombre de vagues voulues. Non, voulu du coup, sans S. Voilà. Et ça, je vais commenter aussi, histoire que vous compreniez un peu mieux. Hop. On déplace les cubes de haut en bas en fonction de leur position dans la file. Voilà. Et une fois que c'est fait, on ajoute du coup cet offset, donc ce déplacement du cube, à quelque chose en particulier qui est en fait le particles.initial position. Pourquoi initial position ? En fait, ça permet de, comment dire ça ? En plus des namespaces, Unreal Engine a eu le coup de génie, je trouve, honnêtement, parce que ça sert beaucoup, de pouvoir mettre en fait devant, juste après le namespace, la nature de ce qu'on veut. Okay ? Donc là, particles.position, on connaît. Okay ? C'est la position de la particule. Quelle est la différence avec le particles.initial position ? Je pense que c'est assez facile de comprendre. En fait, le particles position, c'est en fait la position de la particule à un instant t, c'est-à-dire au frame en particulier. Ici, en fait, ce qu'on dit, c'est quelle est la position de la particule au moment où elle est apparue dans le monde. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est tout simplement parce que nous, ce qu'on veut, c'est calculer l'offset de chaque cube, donc de haut en bas, en fonction de sa position initiale. Vous êtes d'accord avec moi ? Là, comme ça, il ne bouge pas, donc forcément, on veut qu'il bouge comme ça.
Si jamais on devait ajouter un offset en fonction de la position actuelle de la particule, ça va nous faire des mouvements un peu bizarres. Et je pense que, je me rappelle plus de ce que ça fait, mais il me semble que ça accélère encore plus la simulation. À vous de tester de votre côté. Je pense que vous avez suffisamment de connaissances à ce stade de ce tuto pour tester de votre côté ce que ça fait. Mais voilà. D'accord ? Une fois que c'est tout ça, on ajoute cet offset à la position initiale et on balance cette nouvelle position dans la position actuelle. Okay ? Donc vous compilez, apply et save. Et là, ce module, on va l'appeler ailleurs, ici. Donc Particles Update. Vous faites un clic, on fait un Evans, donc le nom de votre truc, et vous allez dans NMS Sinus 1D. Et donc là, NB Particles, donc c'est normal qu'il n'y ait rien qui s'affiche, c'est parce qu'il nous manque certains éléments. Donc ici, on a besoin du nombre de particules. Et c'est à peu près tout. Pour histoire d'avoir quelque chose de propre, on va créer ces trois variables-là plus haut aussi. Si vous avez fait attention au tout début de cette vidéo, ici vous avez set variables et j'avais un deuxième set variables. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça? C'est tout simplement parce que je veux séparer en fait tout ce qui est organisation des particules entre elles et ensuite déplacement avec le truc. Donc je viens ici et vous faites un create new parameter et vous choisissez un int. Voilà. Et là vous appelez ça NB waves. Ah non, excusez-moi, il ne s'agit pas d'un int, mais plutôt d'un float. On va appeler ça NB waves. Ensuite, je vais ajouter une autre variable. Et je vais faire un float toujours. Je vais appeler ça simulation speed. Et enfin, float. Et je vais appeler ça sin offset pour l'offset du sinus. Donc là, je relis ça ici. Donc link inputs NB waves. Ensuite, link inputs simulation speed. Ensuite, link inputs sin offset. Donc maintenant, on peut faire joujou ici. Bon, pour faire simple, je vais dire que je veux une vague. Je veux que la simulation se fasse normalement, donc le temps normal, 1. Et je mets un sin offset de 200. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça bouge sans problème. Donc si je diminue cette valeur-là, on a donc la simulation qui ralentit. On peut l'accélérer toujours. On peut changer le nombre de vagues qu'on veut. Donc je peux mettre 2. Bon là, il n'y a peut-être pas suffisamment de particules. Si j'en mets 4, c'est encore moins joli. Je vais laisser 2. Et je vais augmenter le nombre de particules. Je vais mettre 30. Comme ça, au moins, on a quelque chose de plus sympa. Je vais augmenter l'offset, histoire d'avoir des mouvements un peu plus prononcés. Je vais mettre à 400. Et donc voilà. Alors, il nous reste une dernière chose. Maintenant que nous avons notre émetteur, il nous manque un dernier truc. Et c'est en fait la création de notre système. Parce que comme vous pouvez le voir, en fait, ici, on ne peut pas glisser notre émetteur comme ça. En fait, il faut que cet émetteur fasse partie d'un système. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, avant de continuer, une petite astuce. Ici, bon, c'est pas représentatif de ce que c'est réellement. Donc, ce qu'on fait, on peut venir là, vous placez comme vous voulez. Moi, je me mets comme ça, par exemple. Hop, et vous faites un thumbnail. Vous cliquez là, tac. Compile, apply, sauvegarde. Et donc là, normalement, voilà, c'est mis à jour. Comme ça, au moins, ça parle le plus. Nous allons donc créer un système. Vous avez plusieurs manières. Vous pouvez faire un clic ici, faire FX et Niagara System, et ensuite choisir ce que vous voulez faire. Donc soit un système avec des templates, soit un système en ajoutant les émetteurs que vous voulez, soit en faisant un clic droit dessus, en faisant Create Niagara System. Je vais utiliser cette méthode. Vous renommez ça en NS underscore sinus 1D. Et on peut ouvrir
Donc, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, le Niagara System contient plusieurs modules. Donc, dans notre cas, nous avons un seul module ici, et ce module est notre sinus. Maintenant, imaginez que vous voulez changer les paramètres. Donc là, en fait, c'est exactement la même chose. Hein. C'est comme ce qui se passe ici. Sauf que, en fait, ici, on joue sur une instance. C'est-à-dire que là, je peux mettre du bleu si je veux. Je fais OK. Et en fait, ça ne va rien changer ici. Là, en fait, on a la classe par défaut. Et là, en fait, on peut changer. C'est vraiment, à mon sens, toute la force de Niagara. Et je trouve ça vachement intéressant. Donc là, collapse together. Et donc voilà. Je parlerai plus tard de cette partie-là dans un tuto suivant. Honnêtement, je ne connais pas encore ce que ça fait, mais bon, ça va venir. Et maintenant que nous avons fait ça, il nous reste un dernier truc à faire, et c'est de prendre notre système et de le glisser dans le monde. Et voilà. C'est joli. Alors, c'est tout pour ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Il me semble vachement long, je pense, là, comme ça, à chaud. J'ai l'impression que ça fait quasiment plus d'1 heure que j'enregistre. En tout cas, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait vraiment plaisir, honnêtement. Si vous aimez aussi ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, dans le prochain tuto, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. C'était une phase d'introduction à Niagara, donc c'était normal. Il fallait que j'explique chaque point de manière bien précise pour que vous puissiez comprendre. Désolé pour tous ceux qui connaissaient déjà un petit peu Niagara. Promis, les suivants, je ne vais pas rentrer autant dans le détail. Mais voilà. Donc c'était Evans. J'espère que ce tuto vous a plu encore une fois. Et on se revoit très bientôt. Allez, ciao!